Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié aujourd'hui au SONS, donc le système ouvert non sélectif du Ségur du numérique en santé, et plus particulièrement aux demandes de solde pour le couloir médecine de ville. Comme pour tous les webinaires de l'ANS, celui-ci est enregistré et sera mis en ligne sur le site de l'ANS, donc le replay et le support de présentation. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié. Nos intervenants du jour y répondront. Voilà, je leur passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci Elodie. Bonjour à tous. Je tiens en premier lieu vous remercier d'être au rendez-vous de ce webinaire puisque c'est l'écosystème d'éditeurs qui assure la maîtrise d'ouvrage du programme Ségur et votre action concourt à la réussite de cet objectif de politique publique. Moi, je m'appelle Rami Daoudi. J'interviens sur le pilier financement aux côtés de Jean-Christophe Turbat qui, lui, est directeur de programme à l'Agence numérique de la santé sur le Ségur et qui, malheureusement, aujourd'hui, a eu un empêchement. Et je me fais donc son porte-parole. Je vais laisser également se présenter Fabien côté ANS-DNS et évidemment nos intervenants côté ASP qui assurent l'instruction des demandes de financement. Bonjour à tous, Fabien Gottman, je suis chef de projet Ségur et j'interviens donc sur les parcours de référencement et de financement à l'équipement des éditeurs et j'ai également en charge la responsabilité du support qui vous accompagne au quotidien sur toute cette demande de financement. Bonjour à tous, Merlek Fécan, je suis chef de projet Ségur auprès de l'ASP, l'Agence de services et de paiement, et donc je suis responsable de l'outil, donc c'est-à-dire le portail sur lequel vous déposez vos demandes et sur lequel elles sont instruites par les gestionnaires. Bonjour à tous, je suis Céline Vasse, je suis au pôle support de l'ASP depuis novembre. Je réponds en particulier aux problèmes techniques qui concernent le dépôt des JSON et des pièces justificatives et également des problèmes du portail, les anomalies que vous pouvez nous faire remonter. Bonjour, je suis Michel Maisonnade, donc en charge côté ASP de l'instruction des demandes, tout le volet procédure, paiement et contrôle. Merci. Alors, je vous propose, avant de vous présenter rapidement les objectifs de ce webinaire, on vous a préparé un petit sondage, une question avec trois possibilités. C'est histoire de jauger un petit peu au préalable votre connaissance de la procédure de dépôt. Donc, on vous laisse voter. Je ne sais pas si vous avez également l'onglet qui vient d'apparaître, Mériadec, Céline et Michel. Est-ce que vous êtes obligé de voter, vous également? Moi, j'ai la fenêtre là. Oui, je votais. Ouais. Bon, donc nos votes seront décomptés parce qu'on connaît la démarche. Donc, je soumets le vote. Hop. On peut voir quand même que globalement, on a, on va dire, une bonne moitié, moite-moite, en termes de connaissance de dépôt de demande de solde. Et c'est donc là l'objectif aujourd'hui de ce webinaire d'1 heure, c'est de vous confronter à la procédure de financement dans ses aspects vraiment très opérationnels, très concrets. On va vous parler notamment des pièces justificatives, des dépôts DVA, des BOM. Et l'objectif vraiment, c'est de vous éviter tous les risques relatifs au rejet et voilà, des procédures administratives qui s'étaleraient dans le temps. Le format, on l'a prévu qu'ils sont un petit peu interactifs puisque après chaque présentation, vous verrez, on a un intermède de 15 minutes où vous pourrez poser vos questions et on vous répondra. Il y aura également un partage des retours d'expérience sur lesquels l'ASP a pu capitaliser et on vous partagera également des liens utiles pour compléter tout ce qui sera dit lors de ce webinaire. Voilà, donc je vous propose de commencer avec un rappel sur le calendrier déjà. Alors, simplement, effectivement, pour te compléter, Rami, n'hésitez pas donc, dès que vous avez des questions, à les poser dans le chat on y répondra pendant les fameux intermèdes. Donc, concernant le calendrier, donc vous le savez, le référencement pour le couloir médecine de ville, en tout cas, les référencements qui donnent lieu à financement est terminé.
Le dépôt des demandes d'avance est terminé depuis le 30 novembre également. Et donc le prochain grand jalon, de notre côté, c'est, le 28 avril, où, le 28 avril à 14 heures, le guichet de dépôt de demande de solde, sera fermé également. Donc, l'enjeu pour vous, c'est vraiment de réussir à réaliser le déploiement avec, enfin la signature de la VA ou l'édition de la MOM et l'édition de la facture et de les déposer sur le guichet, de l'ASP avant le 28 avril à 14 heures. En rapide rappel, heu heu, donc les dossiers, d'avance et les demandes d'avance et de demandes de solde font partie d'un seul et même dossier. Donc pour chaque demande d'avance déposée sur le portail, il faudra une demande de solde, sans quoi vous pourrez être amené à rembourser, cette demande d'avance, enfin cette avance qui vous a été faite, de 30. Et par ailleurs, après la fermeture du guichet le 28 avril, des contrôles a posteriori, seront réalisés de différents ordres. Heu, des contrôles qui sont notamment compris dans l'AF sur l'alimentation, du DMP ou des contrôles aléatoires, heu, de la part de l'ASP et donc vous pourrez encore avoir des contacts avec l'ASP, après cette date. Notre préconisation, c'est vraiment de déposer votre demande de solde au fil de l'eau, au fil des déploiements, hem, ou en tout cas de façon assez régulière, parce que vous l'avez sans doute vécu lors, du dépôt des demandes d'avance, heu, le le couperet du 30 novembre, peut être parfois, enfin, c'était le 30 novembre pour l'avance, pardon, du 28 avril pour le solde. En tout cas, le couperet de la fermeture du guichet peut être assez stressant, pour vous et donc pour être sûr que ça fonctionne bien, qu'il y ait pas des problèmes un peu techniques de dernière minute sur des JSON, des choses comme ça, faites-le régulièrement, et ça vous permettra et ça nous permettra de sécuriser, vos financements et donc la réussite, de la politique publique du Ségur, numérique en santé. Céline, je te laisse prendre la main sur celle-là. Oui, merci. Alors cette diapositive est là surtout pour vous montrer que le principe du dépôt de la demande de solde est le même que celui pour la demande d'avance. Bon, la seule condition, sine qua non, c'est bien sûr que la demande d'avance ait été déposée et qu'elle soit au statut paiement effectué. Vous ne pourrez pas déposer de dossier solde tant que ce n'est pas, le paiement ne vous a pas été viré. Donc, lorsque vous déposez en tant qu'éditeur, le que vous vous connectez au portail, de l'ASP, que vous déposez votre JSON, comme pour l'avance, vous avez des contrôles automatiques qui sont intégrés. Le premier contrôle est général sur le format du JSON et qui, si ce format n'est pas celui qui est attendu par l'outil, eh bien le JSON est rejeté en bloc. Si le format est celui qui est attendu, donc une deuxième série de contrôles a lieu qui va porter sur chacune des demandes, qui est incluse dans le JSON. Dans le cas d'un JSON monodemande, c'est-à-dire avec un seul bloc, ligne 1 et les informations d'une demande, le contrôle se fera sur cette demande. Mais dans le cas des JSON multi-demandes, comme dans l'avance, le contrôle se fait sur chacune des lignes. Ici, on va dire qu'on en a 4. Si la demande 1 est, incorrecte, il y a une erreur, le JSON en entier est rejeté avec, le code et l'information, littérale de l'erreur qui a été relevée. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité soit de redéposer le JSON en retirant la demande 1, si on prend le cas là de la diapo, demande 1, 2, 3 et on va dire 4 au lieu de n. La demande 1, vous la retirez de votre JSON solde, vous déposez donc les 3 autres, le JSON passe et vous pouvez déposer les pièces jointes qui vont avec le contrôle automatique également sur la forme, en particulier le nommage des pièces jointes qui sont donc, rejetées ou acceptées et vous finissez votre demande de solde, de déposer la demande de solde, ici les 3. Ou alors et puis plus tard excusez-moi, et puis plus tard, vous revenez avec le JSON, avec uniquement la demande 1 que vous avez corrigée. Ou alors évidemment, vous pouvez redéposer le JSON complet en ayant corrigé la demande 1 et dans ce cas-là, les 4 demandes passeront le test
passeront le contrôle et vous déposerez les pièces justificatives des 4 demandes. Donc, ce n'est pas différent que le système de l'avance. Alors, dans le cadre de la demande de solde, évidemment, il y a des attendus. Comme vous a dit Mériadec précédemment, un dossier de demande d'aide, c'est une demande d'avance et d'un solde. Cette demande de solde, donc on l'a dit, c'est un JSON, un fichier JSON qui est différent du fichier d'avance, du fichier JSON d'avance. Vous en avez des modèles donc sur le site de l'ASP, au même endroit que là où vous aviez trouvé les modèles d'avance. Alors, bien sûr, un fichier solde correspond à une demande d'avance, donc il faut que le numéro ASP qui est indiqué dans le fichier JSON solde corresponde à l'avance, le numéro ASP qui a été généré lorsque vous avez déposé votre demande d'avance. Alors, pour retrouver ce numéro d'avance, normalement, vous avez dû garder votre JSON avec son nommage. Et sur le portail ASP, vous pouvez aller chercher dans les dépôts des JSON la gestion de vos JSON et vous pouvez retrouver avec le nom de votre JSON le fichier sorti que vous téléchargez et dedans, vous aurez le numéro ASP qui correspond, qui a été généré donc automatiquement, que vous pouvez reprendre donc dans votre dossier solde. Ensuite, le SIRET donc du demandeur, c'est-à-dire de l'éditeur de votre SIRET, enfin le SIRET de votre entreprise. Dans le cas où il est identique au dépôt de l'avance, il n'y a pas de souci, mais s'il se trouve que vous avez changé, enfin que le statut de votre entreprise a changé et que le SIRET a été modifié, vous devez impérativement contacter l'ASP pour le signaler de façon à ce qu'on puisse mettre à jour les données sur le portail. Et donc, effectivement, vous déposerez votre demande de solde avec le nouveau SIRET et les demandes pourront être en cohérence sur le portail. Concernant cette... Pardon. Vas-y. J'allais dire, concernant le SIRET, effectivement, s'il a changé, c'est la vie d'une entreprise, évidemment, ça arrive. Vraiment, je pense que vous avez la visibilité sur ces éléments-là. Dites-le nous vraiment en avance parce que c'est une opération chez nous qui peut prendre un peu de temps. Et donc, pour pas qu'on soit coincé à l'arrivée du 28 avril, n'hésitez pas à nous le remonter dès maintenant si vous avez en vue que vous allez changer de SIRET pour cause de déménagement, de fusion ou tout autre événement sur la personne morale de votre entreprise. Sur les bonnes pratiques, alors il y a quelques bonnes pratiques qu'il faut effectivement qu'on a relevées et qu'on a tirées en fait de l'enseignement des demandes de JSON solde déjà déposées, enfin des demandes de solde plutôt déjà déposées sur le portail. Sur la facture, donc il faut bien faire attention, elle doit comporter des éléments obligatoires, à la fois les éléments obligatoires qui sont compris dans la réglementation, donc dans le code des impôts, avec voilà, quelque chose de standard que toutes les entreprises doivent appliquer, et des éléments obligatoires qui sont spécifiques au Ségur. Donc ces éléments, vous pouvez les retrouver notamment dans la foire aux questions sur le portail de l'ASP. On a listé tous ces éléments-là qui sont spécifiques au Ségur. Et puis, comme ça, voilà, ça vous permettra d'avoir des factures qui sont certaines de passer au niveau de l'instruction de l'ASP. Par ailleurs, toujours sur les modèles de documents pour les vérifications d'aptitude et les MOM, elles sont disponibles sur le site de l'ASP au même endroit dans la même rubrique que celle où vous allez trouver les bons de commande. Donc, vous avez des modèles où il y a des indications avec les éléments obligatoires. Les éléments en bleu sur ces modèles-là sont les éléments obligatoires. Et comme on a déjà reçu sur le portail pour des demandes de solde un procès-verbal de recette signé du client en guise de VA et il a été tranché que ça ne correspondait pas ou ça ne répondait pas aux exigences de l'appel à financement. Donc voilà, utilisez vraiment une vérification d'aptitude et un procès-verbal de recette ne suffira pas.
Et enfin, le montant que vous devez indiquer dans le JSON. Donc, comme à l'avance, il y a une balise qui s'appelle montant hors taxe Ségur. C'est le montant global de la prestation Ségur, donc avance comprise. Donc, et d'ailleurs, à l'avance, c'était également le montant global qu'il fallait indiquer. Donc, si à l'avance, le montant global, c'était 1500 € et que vous avez reçu, disons hors taxe, et vous avez reçu un peu plus de 500 €, et ben dans le JSON de solde, il faudra également mettre 1500 €. Et vous serez payé 70% de 1500 €. Et donc, bah, c'est ce que je vous dis, si le périmètre des bénéficiaires finaux entre l'avance et le solde, donc vous avez fait une demande d'avance pour 3 médecins et puis, finalement vous avez réussi à déployer sur ces 3 médecins, chez ces 3 médecins, et bien, normalement le montant ne devrait pas, différer entre l'avance et le solde, donc ce montant devrait être le même que celui que vous avez indiqué dans le JSON d'avance. Pour déposer votre dossier de solde, vous avez donc le JSON, qui est la demande de solde, et en fonction des modalités du scénario installé, vous allez devoir ajouter en pièce justificative, en pièce complémentaire, soit une déclaration de mise en ordre de marche, ce qu'on appellera la MOM, c'est-à-dire que l'ensemble des 3 transmissions vers le dossier médical patient, la messagerie sécurisée santé professionnelle et celle citoyenne. Donc cet ensemble est assuré directement par votre logiciel qui est objet de la prestation Ségur. Dans le cas où au moins une des 3 transmissions, donc vers le DMP, la MSS Pro ou MSS citoyenne, est assurée par un autre logiciel qui est distinct de celui qui est objet de la prestation Ségur, vous devez produire donc une attestation de vérification d'aptitude. Et c'est le troisième document que vous devez joindre, le deuxième document, il faut joindre soit une MOM, soit une VA. Le document obligatoire à joindre derrière, c'est bien sûr la facture. Alors ici, on vous a mis les différents cas qui peuvent arriver lorsqu'il y a enfin, pardon, les différents cas qui peuvent arriver entre vos demandes d'avance et vos demandes de solde, avec nous, les résultats pour l'instruction. Donc, on l'a divisé en 6 cas. Le premier cas, pour nous, c'est le cas nominal, donc normalement, c'est 95% des cas, je pense. C'est que vous avez fait une demande d'avance sur un périmètre, et ce périmètre est exactement le même au solde. Donc, vous avez réussi à déployer euh, tel que vous l'aviez prévu dans le bon de commande. Et donc, dans ce cas-là, bah, la demande est passante à la fois d'un point de vue technique. Vous pouvez déposer un JSON, et puis si les pièces justificatives sont correctes, elle sera validée. Donc, c'est un cas où on avait une demande d'avance avec 2 professionnels A et B, et puis au solde, on a A et B également. On a un deuxième cas où éventuellement il y a la suppression d'un bénéficiaire. Mettons que vous avez passé un bon de commande pour 2 médecins, et puis il y en a un qui est parti à la retraite, ou qui est décédé, ou voilà, il s'est passé quelque chose où vous n'avez tout simplement pas pu déployer chez ce médecin. Ben, dans ce cas, vous avez une demande d'avance avec les 2 médecins A et B, et puis vous déposez une demande de solde qu'avec le médecin A. Alors cette demande est passante. Le FINES, enfin là, c'est pas le FINES d'ailleurs ici, c'est le RPPS plutôt. Mais le RPPS qui a fait l'objet d'une demande, enfin le RPPSB qui était dans la demande d'avance ne pourra pas faire l'objet d'un financement Ségur, et le montant du solde qui vous sera versé prendra en compte une compensation, et prendra en compte le fait qu'on vous a payé déjà 30% pour ce RPPSB, enfin ce bénéficiaire B, et qu'il faut qu'on récupère cet argent au niveau du solde. Donc vous ne recevrez pas exactement 70% de ce qu'il y avait dans le bon de commande. La suppression d'un bénéficiaire, là j'ai pris l'exemple d'un RPPS, c'est exactement la même chose avec une maison de santé ou un centre de santé. Si vous aviez une demande d'avance pour 3 maisons de santé, et qu'il y en a une qui finalement, il y a une maison de santé où ça n'a pas pu être déployé, ben dans ce cas-là, c'est le même principe. Le cas numéro 3, c'est le cas d'un ajout de bénéficiaire.
vous aviez fait une demande d'avance pour 2 médecins et puis finalement sur la facture vous en mettez 3 et sur le JSON du coup de solde aussi vous en mettez 3, bah, ce cas n'est pas passant de notre côté. Vous ne pourrez jamais déposer de fichier JSON avec des bénéficiaires qui sont différents et a fortiori qui sont en plus par rapport à la demande d'avance. Donc ça ne sera pas passant. Ce qu'on vous invite à faire, bah, c'est d'enlever ce bénéficiaire C du JSON de solde et comme ça vous reviendrez avec un JSON de solde avec 2 bénéficiaires A et B et que vous pourrez déposer. Si le bénéficiaire C n'a jamais bénéficié d'une avance sur le portail Ségur numérique, il ne pourra pas faire l'objet d'un solde quoi qu'il arrive et le guichet d'avance étant fermé, il ne pourra jamais, pour la Vaga en tout cas, il ne pourra pas bénéficier du financement Ségur. Pour les structures, on a un K4 qui concerne surtout les structures puisque les RPPS ne changent pas, ce sont des numéros immuables. On peut avoir le cas où une maison de santé a changé de finesse géographique, par exemple a déménagé, et donc on avait dans la demande d'avance une demande d'avance pour les bénéficiaires et finesses là ici A et B, et puis on a une demande de solde pour les bénéficiaires A et C, B étant devenu C. Dans ce cas-là, dans le JSON de solde, il ne faut pas indiquer C. Il faut indiquer le finesse historique, le finesse B, parce que notre système fait une comparaison entre les dépositaires, enfin les bénéficiaires de l'avance et les bénéficiaires déposés au solde, et donc il n'acceptera pas si vous mettez A et C dans votre demande de solde. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là précis, c'est qu'il faut indiquer A et B dans le JSON de solde et dans les documents de gestion, donc la facture, la MOM ou la VA, il faudra indiquer à la fois le JSON, le bénéficiaire, donc le finesse historique, le B, et le nouveau finesse, qui est le finesse C. Et dans ce cas-là, vous pourrez être payé sans souci pour ces demandes. Et enfin, on a les 2 derniers cas qui concernent principalement les mandataires. Il faut savoir que dans le cas 5, on peut supprimer un mandataire. Si vous aviez par exemple une demande d'avance avec un mandataire pour 10 médecins, et bah, à la demande de solde, il se peut que vous n'ayez plus de mandataire, et bah, dans ce cas-là, il faut tout simplement que tous les bénéficiaires signent la VA en l'occurrence. L'ajout de mandataire en revanche n'est pas possible. Si à l'avance on avait une demande de même avec 10 médecins, tous les médecins avaient signé le bon de commande, et bien pour le solde, vous ne pouvez pas avoir un mandataire qui signe pour les 10 médecins. Il faut obligatoirement que la vérification d'aptitude pardon, soit signée par les 10 médecins. Alors, dans le JSON de solde, si vous l'avez déjà vu, on ne redemande pas les informations sur le bénéficiaire. Donc si vous aviez, donc de toute façon, vous ne pouvez pas déclarer de nouveau bénéficiaire et simplement, les gestionnaires de l'ASP, s'ils s'aperçoivent que la VA a été signée par un mandataire alors qu'il n'en avait pas à l'avance, bah, ils vous demanderont de rééditer une VA avec la signature de tous les bénéficiaires. Voilà les différents cas que nous avions recensés. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces éléments-là, parce qu'ils sont assez structurants. Et bien justement, on va pouvoir peut-être répondre aux différentes questions. Les premières questions qui sont arrivées dans le fil de discussion. Je peux les reprendre si tu veux. On les reprend dans l'ordre. Première question. Bonjour, si j'ai bien entendu, vous nous conseillez... Oula, ça a bougé. Vous nous conseillez de faire les demandes de solde dès lors que la MOM est OK et que la facture a été émise et envoyée au client, et de compléter par la suite la demande avec la facture signée. Est-ce que c'est bien comme ça? Alors Michel, je te laisse peut-être répondre à cette question. J'ai envie de dire oui, mais oui, c'est-à-dire plus on va s'approcher de la date butoir, effectivement, si vous étiez en tension, pour avoir l'ensemble des documents au moins la date butoir de fin avril. Tant qu'on n'est pas encore au moins mi-avril, le plus simple pour éviter les allers-retours, de compléter un dossier, etc., de faire des demandes de pièces complémentaires, c'est de déposer l'ensemble des pièces au moins jusqu'à mi-avril pour une demande de solde.
On verra à la fin du couloir s'il y avait certains d'entre vous qui sont limite en temps pour avoir certaines pièces et on verra ce qu'on peut faire. Mais ça sera plutôt vraiment à la fin du mois d'avril, quoi. Oui, donc pour l'instant, il faut vraiment compléter, donc déposer demande de financement, de solde, tant que tout est quand vous avez le dossier complet. Après, si je me trompe pas, Michel, la facture n'a pas à être signée dans le cadre du Ségur. Donc Absolument. c'est pas une problème. Enfin, dans votre Mmh. question, monsieur Tullier, il y a en fait, si vous avez la MOM et que vous avez la facture qui est émise, par vous, vous pouvez déposer votre dossier puisque, la facture n'a pas à être signée du client. Le Oui. seul élément pardon. Théoriquement, le plus long, effectivement, pour vous, c'est d'avoir la VA si c'est une VA, parce que c'est le seul document qui sera signé du client final. Et donc, question en lien avec ça. Vous nous conseillez de faire les demandes dès maintenant. Doit-on indiquer les seuils dans les MOM ou la VA? Et quelles conséquences si ces seuils sont modifiés dans les semaines à venir? Il n'est pas prévu d'indiquer des seuils sur ces documents. Après qu'il y ait des contrôles a posteriori, effectivement, pour voir l'atteinte des seuils, ça c'est autre chose. Et il y en aura systématiques qui sont prévus, mais pas au niveau de la demande de solde. En fait, la vérification de l'atteinte des seuils, ne se fait pas par rapport à ce que vous avez indiqué dans les MOM et les VA, mais par rapport à l'alimentation, du DMP, ou des différentes, enfin oui, par rapport à l'alimentation du DMP, donc ça ne sera pas fait par rapport aux documents, de gestion. Donc effectivement, il y a pas forcément à indiquer ces seuils. Autre question à propos de l'ident DMP. S'agit-il bien du numéro RPPS du professionnel de santé? Adresse boîte MSS citoyen. S'agit-il bien de l'adresse MSS du professionnel de santé? Alors sur ces questions-là, on va y revenir juste après. On a parce que c'est un peu les questions cruciales forcément du déploiement sur, à la fois l'identifiant DMP et à la fois les adresses, mail. Donc on va avoir 2 slides après qui traitent de ce sujet. Donc, je vous invite à me confirmer si, la question tient toujours, après qu'on ait passé sur ces deux slides. Ok, on avait une autre question autour du DMP et de la MSS pro et citoyenne, donc on reviendra dessus tout à l'heure si besoin. Est-il possible de faire signer une seule VA par plusieurs médecins? Sur le principe, si c'était une structure coordonnée, il y aurait un responsable, effectivement, mais pour des libéraux, non. Sur le principe, ils sont tout, à moins qu'il y ait un mandataire. Mais s'il n'y a pas de mandataire, c'est chaque bénéficiaire qui doit signer, qui doit avoir sa propre VA. Et je rajouterais que, là où il peut y avoir peut-être une petite incompréhension, c'est que dans la demande de financement, lorsque vous déposez un fichier, sur le portail, lorsque vous faites votre demande, on vous demande une VA. En fait, c'est un document VA, mais si, la demande concerne, 3 médecins libéraux, en fait, ça sera, un PDF, avec, 3 VA, chacune signée par le médecin concerné, à la suite. Donc il y a un seul document, je veux dire informatique, mais en soi, il faut bien, une VA, par médecin, s'ils sont des libéraux. Concernant les doublons éditeurs, allez-vous changer le processus de validation qui oblige à fournir une attestation de renoncement? Il me semble plus logique d'avoir une attestation du PS. À l'instant T, on a arrêté effectivement une procédure en commun avec l'ANS sur la gestion des doublons. Pour l'instant, il n'est pas prévu de la modifier. On va voir l'usage, mais sur le principe, non. On garde la procédure qui est en ligne, que vous pouvez consulter si c'est le cas. Et par contre, c'est important par rapport à la procédure actuelle. Effectivement, on est obligé là actuellement notamment je pense aux demandes initiales, demandes d'avance, de relancer chaque éditeur concerné par le doublon. Et effectivement, on a peu de retours. Je ne parle pas spécifiquement de votre couloir, hein, mais globalement, on a peu de retours sur ces demandes. Est-ce que vous maintenez ou pas? Ce qui fait que des dossiers pourraient être éventuellement réouverts parce que finalement, un des deux a forcément eu le marché ou son devis est OK par rapport au client final et on ne peut pas pour l'instant le réouvrir. Et ça veut dire derrière qu'il perd éventuellement du temps pour déposer son solde aujourd'hui.
On nous dit, excusez-moi, j'ai peut-être mal compris, mais la facture ne doit pas être signée par le client. Que doit-elle contenir? Une signature de l'éditeur avec tampon et attestation? Non, il n'y a pas obligation il y a pas obligation de signature. Il n'y a pas de modèle précis. Et l'ANS n'a pas publié de modèle de facture. Par contre, vous avez les obligations classiques comptables, Ségur ou pas, qui s'imposent à vous, de toutes les mentions obligatoires d'une facture. Et après, il y a quelques critères Ségur qui doivent être présents dans la facture. Et ces éléments-là, vous les avez, si vous allez, Meriadec vous a parlé tout à l'heure qui est mis en ligne tous les modèles de MOM et VA. Sur ce même document, en fin du document, vous avez les principaux points Ségur que doit intégrer une facture pour justifier l'investissement. Donc finalement, pour Monsieur Tullier, donc ni signature du client du client final, du bénéficiaire final, ni signature de l'éditeur sont nécessaires sur la facture. Absolument. Et la facture, même si le client final doit verser 0 €, vu qu'il y a l'aide, le financement, elle doit bien être adressée au client final et pas à l'ASP. On a eu des cas où certains, effectivement, sur le couloir, l'adresse, le destinataire, c'était l'ASP, c'est bien le client final qui doit être indiqué sur la facture. Ok, et ben on a fait le tour des questions pour l'instant. Je propose qu'on passe à la deuxième partie et comme ça on pourra traiter les questions sur la messagerie citoyenne tout à l'heure. Oui, donc maintenant on va détailler un petit peu le contenu du JSON. Donc cette diapo, c'est la structure générale et quelques informations communes aux différents documents qui sont déposés sur le portail, et les diapositives suivantes concerneront plus particulièrement le scénario d'installation. Donc le JSON, il est on va dire en 3 parties. Il y a la première partie qui va identifier donc le bénéficiaire, enfin c'est-à-dire, attention, pas le bénéficiaire final, mais le bénéficiaire des versements que fait l'ASP, c'est-à-dire vous, éditeur, donc avec le numéro SIRET, et puis le numéro ANS, c'est-à-dire votre référencement, pardon, oui, le référencement dont vous avez besoin pour vous enrôler sur l'ASP. J'étais en train de me mélanger ANS et SIRET. Et donc le SIRET, évidemment, on le retrouve sur la facture. La deuxième partie qui concerne la demande et donc les bénéficiaires finaux, pour le coup, on doit retrouver les différents numéros de RPPS, puisqu'on est sur du médecin de ville et non pas finesse géographique. Alors, Et il peut y pardon. avoir les deux. Pour les structures, il y a des finesses géographiques pour les maisons de santé, centres de santé, et les RPPS pour les médecins libéraux. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Donc effectivement, c'était correct, le finesse géographique pour les structures et puis le RPPS pour les médecins libéraux. Et on doit retrouver ces numéros également sur la facture. Ensuite, en information commune entre le JSON et la facture, évidemment, c'est le numéro de la demande de financement, qui est donc identique à celui de l'avance, la date de la facture et puis le montant hors taxe, qui doit apparaître à la fois et être cohérent entre la facture et le JSON. Exactement comme c'était dans le cas de la demande d'avance et des informations présentes sur le bon de commande et le JSON. Et enfin, le scénario d'installation, celui qui est effectivement installé, doit être cohérent sur le JSON avec la pièce jointe que vous allez ajouter, c'est-à-dire la MOM ou la VA. Si toutes les transmissions sont faites donc par votre logiciel, donc objet de la prestation Ségur, ça sera la MOM, et sinon, ça sera la VA. Alors, le contrôle de la présence des éléments donc sur la VA ou la MOM et la facture sont indépendants du JSON, et il est effectué, ces éléments sont décrits dans les appels à financement et ou dans la réglementation, ce qu'on vous a dit plus tôt. Oui, pardon.
Ah pardon, tu voulais rajouter Non, quelque c'est chose? bon, j'allais dire, on passe à la suite. Alors, si on s'attarde un peu plus sur la question de l'identifiant DMP et puis ensuite des boîtes MSS Pro et MSS Citoyen, donc ce sont des éléments qui sont importants parce qu'ils feront l'objet de contrôles a posteriori systématiques. Donc, toutes les demandes où il y a de tels scénarios qui ont été déclarés feront l'objet d'un contrôle. Alors, l'identifiant DMP. Donc, la balise identifiant DMP, déjà, elle doit être remplie, renseignée, si vous avez déclaré dans la balise au-dessus que l'envoi, que votre logiciel assure un envoi direct au DMP. C'est isDirect to DMP. Si la réponse est true, alors vous devez indiquer l'identifiant DMP, sinon vous ne devez pas le faire. Quels sont ces identifiants DMP? Alors la question est assez simple pour les médecins libéraux, puisque si vous avez une demande pour un médecin libéral, eh bien vous avez juste à indiquer le RPPS de ce médecin. Normalement, c'est celui que vous utilisez pour faire pour l'alimentation du DMP pour ce bénéficiaire final-là. Pour les structures, la documentation est un peu en train de changer de notre côté parce que au départ, nous avions prévu que vous l'alimentiez avec enfin que l'identifiant DMP utilisé était le finesse géographique de la structure. Il s'avère que ce n'est pas ce qui est fait en pratique. Et donc, pour les structures, donc les maisons de santé, les centres de santé, dans l'identifiant DMP, vous devez renseigner tous les RPPS des médecins salariés de la structure. Et donc, le contrôle qui va être fait par les pouvoirs publics sera de dire, tel que décrit dans les AF, sera de dire pour la maison de santé, donc pour l'ensemble de ces RPPS, est-ce que on atteint un envoi supérieur à 10 documents dans le DMP? Donc si vous avez, si vous avez 3 médecins salariés dans une maison de santé, eh bien on vérifiera que la somme des documents envoyés par ces 3 médecins dans le DMP est supérieure à 10. Quand c'est des médecins libéraux, le contrôle se fait à l'échelle du médecin. Donc si vous avez une demande de financement où il y a 3 médecins libéraux dans la demande de financement, il faudra indiquer les 3 RPPS de chaque des médecins libéraux et pour les médecins libéraux, le contrôle se fera sur chacun des médecins libéraux. Donc on vérifiera que chacun des médecins a envoyé au moins 10 documents vers le DMP. Voilà pour la balise identifiant DMP. Pour les balises MSS Pro et MSS Citoyen, suite aux différentes questions qu'on a eues aussi via notre formulaire de contact, il faut bien voir que les adresses, ce sont des adresses complètes qu'on attend. Donc on n'attend pas des noms de domaine. Donc des choses comme arobase mail.com, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment une adresse complète avec donc des caractères avant le arobase. Et si vous avez plusieurs adresses mail qui sont utilisées par le professionnel de santé ou la structure de santé, et bien dans ce cas-là, on vous conseille de renseigner l'adresse la plus active parce que c'est sur cette adresse que sera fait le test et donc l'atteinte des seuils se fera par rapport à cette adresse-là. Donc voilà, c'est une simple recommandation, mettez vraiment la plus active et la plus utilisée par votre client. Je vais peut-être répondre directement à la question parce que comme ça me permettra de rebondir. Pour la saisie des RPPS des médecins d'une structure, il s'agit uniquement des centres de santé. Est-ce que les maisons de santé ne sont pas concernées? Alors aujourd'hui, on est parti sur le fait que ça concernait toutes les structures de santé, à la fois les maisons de santé et les centres de santé. Après si ça pose un problème existentiel, il faut qu'on 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 le traite très vite. Mais en tout cas, ça concerne aujourd'hui toute structure de santé pour le couloir médecin de ville, donc les centres de santé et les maisons de santé. Donc, tout à l'heure, on disait je disais que dans le JSON,
on devait indiquer le scénario donc effectivement installé et qu'en fonction du scénario de la saisie, de la complétion du scénario, vous déposiez la MOM ou la VA. Donc ici, vous voyez 2 copies d'écran qui indiquent, qui vous montrent comment sont saisies les informations. Dans le cas où tous les échanges se font avec votre logiciel, c'est donc, le logiciel, je ne trouve plus mon mot, qui bénéficiera de la prestation Ségur. Vous mettez donc, c'est direct pour le DMP à vrai, true, et vous devez indiquer effectivement l'identité du dossier. Ensuite, la communication est directe pour la messagerie santé sécurisée et true, donc vrai, vous indiquez la boîte mail et idem pour la messagerie sécurisée santé du citoyen, vous indiquez la boîte mail. Et dans ce cas, lorsque les 3 données, les 3 balises sont true, vous envoyez donc la MOM signée par le fournisseur de la prestation Ségur, c'est-à-dire par vous-même et non pas par les bénéficiaires finaux. Par contre, si au moins une des communications ne se fait pas avec le logiciel de la prestation Ségur, donc l'un des 3 est à false. Sur la copie d'écran, c'est l'accès à la messagerie, enfin l'envoi à la messagerie citoyen. En dessous, pour l'adresse, vous laissez à nul. Et dans ce cas-là, c'est une attestation de vérification d'aptitude qui sera signée par les clients concernés. Donc, comme vous disiez, Mériadec précédemment, c'est une attestation de vérification d'aptitude par médecin, à moins qu'il y ait eu un mandataire désigné dès l'avance, dès la demande d'avance. Ensuite, donc là, c'est une copie d'écran en fait pour vous montrer la copie d'écran, les informations qui sont attendues pour le modèle de VA qui est disponible dans le document dont on vous a parlé tout à l'heure. Vous trouverez d'ailleurs les liens sur une dernière diapo, on vous les a regroupés. Donc le modèle de VA, il atteste du bon déroulement de la prestation Ségur dans les conditions définies par l'AF associée et en lien avec les éléments à déclarer dans l'AVA. Donc ça, ce sont les informations obligatoires. Évidemment, le détail de ces informations obligatoires, le bon déroulement, est détaillé en dessous. Ce sont les 3 cas, l'envoi des documents de santé vers le DMP, celui vers la messagerie professionnelle et la messagerie patient sécurisée citoyenne. Et selon le test que vous effectuez, vous allez cocher les cases qui définissent la dépendance ou non à un autre logiciel que le logiciel Ségur. Pour rappel, le nommage de la pièce jointe pour le dépôt dans le portail, c'est donc le couloir, le logiciel, la Vagin, VA pour donc vérification d'aptitude et le numéro éditeur. Pour rappel, le numéro éditeur doit être le même que celui qui avait été indiqué lors du dépôt de la demande d'avance. Ce n'est pas un autre numéro. Et vous retrouverez cette information de toute façon sur le portail dans le détail de votre demande d'avance. Vous pouvez le consulter si vous avez oublié. Et donc, oui, voilà. Et comme on est sur un modèle de VA, au moins un des 3 envois est donc fait par un logiciel autre que le logiciel Ségur. Ce document, comme je disais, il est signé par les bénéficiaires finaux ou le mandataire, mais ce mandataire, il ne peut signer que s'il a été déclaré depuis la demande d'avance. On ne peut pas rajouter en cours de route un mandataire, ce que vous avez vu précédemment sur la diapo qui indiquait les différents cas avec les bénéficiaires finaux. Et là, on a une même copie d'écran, cette fois-ci pour le modèle de MOM, la déclaration de mise en ordre de marche que vous fournissez à partir du moment où votre logiciel Ségur assure toutes les communications. Il n'y a donc pas de dépendance à un autre logiciel.
Donc dans ce cas-là, évidemment, quand on écrit à côté « Rappel, tout doit être testé pour pouvoir cocher les cases », ici, toutes les cases étaient par défaut cochées et donc la MOM le prend par défaut. Et c'est donc en bleu également, elle atteste du bon déroulement de la prestation Ségur dans les conditions définies par l'AF associé et en lien avec les éléments à déclarer dans la MOM. Et le détail en dessous. Et là encore, la MOM, vous en produisez une par bénéficiaire final, sauf dans le cas où un mandataire avait été déclaré. Et c'est ce document que vous signez et qui n'a pas besoin d'être signé par le bénéficiaire final. Alors, une fois que votre demande a été déposée, que vous avez déposé donc le JSON et les pièces justificatives et que l'ensemble a été instruit par un gestionnaire ASP, éventuellement s'il y a des soucis, il y a des allers-retours entre vous et l'ASP pour compléter les documents ou des éléments de cet ordre. Si aucun changement n'a été constaté entre la demande d'avance et la demande de solde, donc on est sur le même périmètre, le fameux cas nominal dont je parlais tout à l'heure. Dans ce cas-là, vous recevez un mail indiquant la validation de votre demande de solde. Aucune nouvelle décision juridique n'est envoyée. Vous avez reçu une décision d'attribution à l'avance. C'est cette décision d'attribution qui atteste que la décision juridique de l'ASP de vous verser l'aide voilà, est correcte. Et puis les 70% restants du montant total de la prestation Ségur vous sont versés après validation de votre demande. Si un écart est constaté, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, si un écart est constaté entre la demande d'avance et la demande de solde, il y a moins de bénéficiaires par exemple sur la demande de solde que sur la demande d'avance. Dans ce cas-là, un mail vous est envoyé pour vous dire que votre demande est validée. Une décision d'attribution modificative vous est envoyée par mail et est disponible sur le portail. Donc la première décision d'attribution qui vous a été fournie à l'avance devient caduque et c'est la décision d'attribution modificative qui fait foi et qui est correcte et qui reprend le bon périmètre, le périmètre sur lequel vous avez effectivement déployé votre solution Ségur. Et enfin, le montant total de la prestation Ségur est éventuellement revu. Si vous avez moins de bénéficiaires au solde qu'à l'avance, le montant plafond est plus faible, est inférieur, et donc dans ce cas-là, on déduit le montant déjà payé à l'avance sur le bénéficiaire en trop. Et enfin, tous les éléments que vous avez mentionnés dans votre demande de solde peuvent faire l'objet d'un contrôle a posteriori, et donc s'il y a certaines irrégularités, nécessairement, cela pourra entraîner l'émission d'un ordre de recouvrement de l'ASP. Alors tous ces éléments, vous pouvez les retrouver, enfin, tout ce dont on vous parle et tous les documents utiles pour déposer sereinement vos demandes de solde, vous pouvez les retrouver sur les différents liens qui sont présents sur la diapositive et qui vous sera transmis par la suite. Donc sur le site internet de l'ASP, vous avez un certain nombre d'éléments, de l'ANS, pardon, notamment toute la page médecin de ville et puis l'appel à financement qui rappelle bien les conditions exactes réglementaires. Le site industriel où il y a une partie de la documentation. Sur le portail de l'ASP, vous avez le lien du portail de l'ASP que vous connaissez puisque vous avez déposé une demande d'avance. Sur le portail de l'ASP, sur le site de l'ASP, vous avez également les guides utilisateurs pour vous reguider dans le dépôt d'une demande de financement, mais je pense que vous êtes assez familier puisque vous avez déposé une demande d'avance également. N'oubliez pas de consulter la foire aux questions du site de l'ASP sur lequel il y a une rubrique paiement du solde spécifique et qui pourra vous aider si vous vous posez des questions, peut-être avant d'utiliser le formulaire de contact, regardez parce qu'il y a pas mal de questions et de réponses du coup qui pourront vous éclairer. Et puis il y a la FAQ aussi du site internet de l'ANS, et enfin tous les modèles de bons de commande. Alors bons de commande, c'est plutôt tellement d'actualité pour le solde, mais en tout cas de MOM, de VA et de facture enfin pas de facture, mais les mentions obligatoires de la facture sont disponibles également sur le site de l'ASP.
Donc on vous invite vraiment à consulter ces documents voilà, avant le dépôt pour pouvoir avoir le plus de succès possible. On va passer aux questions-réponses. Pardon, j'avais désactivé mon micro. On nous dit quel est l'intérêt de modifier le nom de la MOM alors que le contenu est unique, d'autant que le document MOM est déjà rattaché à un JSON et une facture. Quel est l'intérêt de modifier le nom de la MOM alors que le contenu est unique? Vous voulez dire, parce que la MOM, nous, on la rattache, il y a une MOM par demande de financement, et donc il faut que, c'est tel que c'est défini réglementairement, et donc il faut obligatoirement qu'on puisse rattacher telle MOM à telle demande de financement, et c'est à ça que sert le nom de la pièce jointe, en fait. Il permet de rattacher informatiquement le nom de la MOM à telle demande de financement via le libellé, le libellé de la pièce. Donc c'est ça l'intérêt de notre côté. Michel, je te laisse compléter si tu veux. Mais... Oui, effectivement, il y a cet intérêt-là. Et également, par rapport à la MOM, clairement en instruction, on vérifie que forcément la MOM soit postérieure à la date que vous indiquez d'installation du logiciel. Il y a aussi ce volet-là. Donc il faut bien qu'on puisse la rattacher à une installation précise. On avait une autre question, je m'excuse si vous y avez déjà répondu, j'ai été coupée. Concernant la saisie des RPPS, donc tu avais répondu à une première partie de la question. Ouais. Il y avait un complément qu'on nous disait, mais les médecins d'une maison de santé pluridisciplinaire ne sont pas salariés. Oui, effectivement, là c'est une coquille, c'est plus une coquille dans la planche qui a été présentée. C'est pas seulement les médecins salariés, puisque effectivement dans une maison de santé, ce sont des médecins libéraux, mais qui exercent au nom de la structure. Donc dans ce cas-là, oui, il faut bien mettre en fait dans le cas des structures, donc maison de santé ou centre de santé, dans l'identifiant DMP, il faut mettre les RPPS des médecins qui composent cette structure. Voilà. Ils sont salariés dans le cadre des centres de santé et ils peuvent être libéraux ou ils sont libéraux dans le cadre des maisons de santé. Il faudra peut-être qu'on modifie ça sur la planche avant envoi, Elodie. Ok, pas de souci, on fera la mise à jour avant de la mettre en ligne. Et on avait une dernière question donc, à propos du replay. Donc, il vous sera bien envoyé sur l'adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit à cette session. Et on mettra en ligne sur le site de l'ANS avec le support de présentation après correction. Voilà, on a fait le tour des questions. Il nous reste 3 minutes. Le temps, je pense, Rami, de faire le petit sondage de fin. Tout à fait. Pour conclure, voir si c'est un peu plus clair. Bon, ça a l'air d'aller un petit peu mieux à l'issue du webinaire, donc c'est rassurant. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier tous les participants, hein, y compris côté éditeur, côté SP, côté ANS, pour que tout ça se passe bien et pour qu'on continue sur un bon rythme jusqu'à la fermeture des guichets prévue le 28 avril. Voilà, je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion côté ASP. Peut-être simplement, comme là où les personnes qui ne comprennent vraiment pas la démarche ou la procédure, alors si les réponses à vos questions ne vous ont pas éclairé, écrivez-nous sur le formulaire de contact qu'on puisse vous éclairer un peu plus. Voilà. Tout simplement, et puis merci à tous de votre attention. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Il est 59. On est parfait dans les timings. Merci à tous pour votre participation, vos questions, les réponses aux questions.
Et puis, à très vite pour de nouveaux webinaires autour du Ségur et de tous les autres sujets. Bon après-midi. Bon après-midi à vous, merci. Merci à tous, bon après-midi. Au revoir.